bienvenue sur le Let's Go Digital, le podcast du marketing digital et de l'innovation. Je m'appelle Rama et dans cet épisode, nous allons parler de la publicité digitale durable. Mes invités aujourd'hui sont Barbara Witt et Christian Coquart de l'agence Dentsu. Bienvenue à vous deux, je vous laisse vous présenter et nous expliquer pourquoi vous êtes engagés sur la durabilité. Bonjour, je m'appelle Christian Coquart, je suis responsable de la RSE, la diversité et l'inclusion pour Dentsu, toutes les agences du groupe Dentsu en France. Donc la RSE, c'est à la fois la partie sociale, la partie environnementale, la partie économique beaucoup moins, ceci étant tout est lié. Je fais ce métier depuis à peu près 5 ou 6 ans. Et avant, j'étais dans la partie business. Ce qui m'a mené à ça, c'est me dire qu'avec mon grand âge, je devais être dans la transmission et qu'il est intéressant, dans un monde qui évolue pas forcément dans le bon sens, de se dire comment je peux laisser ou aider à ma petite échelle la société à être un peu meilleure demain. Donc, comment je peux donner aux jeunes que tu es, Rama, tout ce que je peux donner pour que vous fassiez une société plus vivable, plus durable, plus agréable, plus tolérante et plus tout, et plus respirable. Voilà. Et dans un univers que je connais bien, qui est l'univers de la publicité, parce que ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Allez. Donc, je suis Barbara Witt et moi, je coordonne au sein du groupe Dentsu toutes les activités qui ont sujet à une meilleure consommation, une meilleure connaissance des marchés, une meilleure connaissance du consommateur citoyen, donc ce qui va être tout sur les audiences, la compréhension aussi de l'impact des campagnes au sens marketing, donc d'abord, la mesure. Et donc, j'ai récupéré il y a 2 ans cette partie qui est l'analyse de la mesure de l'empreinte carbone des campagnes, parce qu'il y avait un aspect qui était assez analytique déjà, et puis que c'était une évolution qui convergeait avec plein de sujets en fait dans la demande de nos clients sur la mesure, et notamment sur des enjeux aussi de qualité versus le volume. Et donc tout ça, ça convergeait aussi vers une meilleure façon d'acheter, une meilleure façon de travailler notre communication. Donc en fait, j'ai récupéré cette demande-là du marché, et je m'y suis fortement intéressée. Donc, je me suis formée pour être, pour le coup, certifiée, pour pouvoir accompagner l'ensemble des clients sur la réduction de l'empreinte carbone et justement, quels moyens est-ce qu'on peut trouver dans le milieu de la communication, et effectivement au sens large, d'abord la diffusion, mais aujourd'hui, on travaille aussi sur la création, l'événementiel, et toutes sortes de choses, parce qu'en fait, c'est assez. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, le carbone, c'est pas si compliqué que ça de remonter toute la chaîne de valeur et de faire de l'accompagnement auprès de nos clients, notamment pour répondre à des obligations réglementaires, parce qu'il y en a, il y en a plein. Et selon vous, l'urgence de mesurer et de surveiller l'impact environnemental de nos activités publicitaires, c'est lié à une pression réglementaire ou plutôt une demande de consommateurs ou bien une prise de conscience interne des entreprises? Honnêtement, ça vient des accords de Paris, hein, ça vient de la société et d'une réflexion mondiale en fait sur le fait qu'il faut arrêter il faut absolument diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc pendant assez longtemps en fait, le focus il a été mis sur l'industrie parce que c'était très visible, l'industrie, les transports, l'agriculture, etc. Et honnêtement, la publicité se cachait un peu derrière en disant nous on fait pas de mal, on fait que du service, on n'est pas une industrie, tout va bien, etc. En fait, il y a 2 choses qui ont accéléré un peu la mise un peu en cible du sujet publicitaire. La première chose, c'est l'accélération du numérique, en fait. Et nous, on est très, très concernés par ça, parce que beaucoup de la publicité et de nos sollicitations, tu travailles chez iProspect, donc tu le sais bien, c'est sur le digital. Or, il y a une croissance exponentielle du numérique. Et le numérique, aujourd'hui, on le compare en termes d'émissions de gaz à effet de serre à l'aviation, quand même. Et c'est juste aujourd'hui, parce que je pourrais t'envoyer un certain nombre de documents, mais il y a une courbe qui fait très, très peur, qui est qu'aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais que d'ici 30 ans, ça serait absolument insupportable, en fait. Donc, il y a ce sujet-là qui mettait un peu l'œil sur la publicité.
Et puis, il y a aussi eu l'usure des consommateurs. C'est-à-dire que, par exemple, en France, au moment où il y a eu toutes ces réflexions autour de comment est-ce que la France, elle va atteindre ses objectifs pour les accords de Paris, il y a eu un groupe qui a été constitué par le gouvernement, en fait, qui a proposé à des citoyens, en fait, de participer à un groupe de réflexion. Ça s'appelait la Convention citoyenne pour le climat. Et dans ces réflexions des citoyens, qui étaient interrogés sur plein de choses, hein, sur l'énergie des bâtiments, les transports, etc., il est ressorti que la publicité, c'était un problème parce que c'était polluant visuellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on a beaucoup trop de publicité dans notre environnement quotidien, qu'il y avait donc une pollution environnementale au lieu de pollution visuelle et enfin, où ça accapare ton attention, donc pollution aussi environnementale, et qu'il était en grand temps d'encadrer tout ça. Donc il y a eu un peu de bousculade à ce moment-là. Donc là, c'est un peu avant les années 2020, quoi, mais il n'y a pas si longtemps en fait. Et où, à la suite de tous ces groupes-là, de cette Convention citoyenne pour le climat, l'État a commencé aussi à y réfléchir et à imposer un certain nombre de réglementations aussi. Et dans ces réglementations et ces attentes qu'on avait envers l'industrie publicitaire, il y avait une réflexion autour de l'empreinte carbone, des émissions, et qu'est-ce que vous comptez faire pour avoir une trajectoire de décarbonation de la publicité. Et donc, du coup, tout le monde s'y est mis, un peu en retard, mais au même titre que l'industrie, au final. Donc, même si on n'était pas une industrie, on nous a un peu demandé, avant qu'il y ait des vraies lois un peu dures, de tous travailler ensemble. Enfin, on a quelques lois quand même, hein, mais bon, de tous travailler ensemble pour faire en sorte de baisser les émissions de gaz à effet de serre dans le monde de la communication. Et qu'on n'était pas, parce qu'on était des petits rêveurs, des artistes, etc., on devait le faire quand même. Voilà. Je me permets d'ajouter deux, trois petits éléments. La publicité, on est visible. On est un métier décrié, on pousse à la consommation et donc on a un métier très visible. Et le digital, comme le disait Barbara, est encore plus visible parce que il y a plus d'impressions que de spots à la télé. Donc voilà, on est très visible. Même si ce qui pollue le plus dans le numérique et le digital, c'est le device. Donc c'est l'ordinateur, c'est le téléphone, l'utilisation du device. C'est vrai que la publicité qui va sur ces devices est assez visible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une des réglementations, et comme l'a dit Barbara, et puis il y a une nouvelle réglementation qui arrive qui s'appelle la CSRD, qui impose à tout le monde, à toutes les entreprises de plus de 250 salariés, de calculer l'empreinte carbone de toute leur économie. Et dans cette économie, il y a le média. Voilà, donc ça devient une obligation importante. Et la troisième chose qu'on ne voit beaucoup moins, ce qui pollue le plus dans la publicité, c'est la production publicitaire. C'est-à-dire que faire un film de publicité va émettre plus de carbone que de le passer à la télévision, que de le passer en ligne, D'accord. en général. Donc La voilà, donc, création. simplement, c'est vrai que le média étant là où les annonceurs mettent le plus d'argent, c'est pour eux là où c'était le plus important de calculer le carbone. Il y a plein de, en fait, il faut réduire et changer notre façon de faire. Ok. Mais pour réduire et changer notre façon de faire, et toi qui étais chez Prospect et dans l'univers du média, la mesure est un élément important. Donc réduire quelque chose que tu ne mesures pas, c'est impossible. Parce que tu l'as pas mesuré. Donc, la notion de mesure est arrivée dans cet objectif de réduction et d'alternative dans notre façon de communiquer. Et comment vous proposez ces alternatives? Comment vous faites pour motiver ou engager les clients? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils sont prêts à s'investir? Ça dépend vraiment de la motivation du client. Donc aujourd'hui, les agences, elles vont être contraintes d'abord à des objectifs de productivité. T'en parlais au début, hein. Donc ça, c'est le premier objectif et c'est contractuel. Ça va déclencher des enjeux sur nos rémunérations. Donc c'est sûr que d'abord, ils vont piloter ça. Après, on a aujourd'hui des clients qui souhaitent, eux, avoir une démarche raisonnée de maîtrise de cette empreinte carbone. Dans ces cas-là, ils demandent aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là. Donc, effectivement, comme disait Christian, on va commencer par leur dire il faut déjà mesurer ce que vous faites parce que sinon, on ne va pas savoir sur quel bouton appuyer
pour diminuer. Ensuite, moi, je pense que côté digital, il y a quand même beaucoup d'équipes qui poussent une solution qui s'appelle aujourd'hui la PMP responsable et qui est donc une façon d'acheter le digital qui permet d'être moins carboné parce que ça réduit le nombre d'enchères, le nombre de chemins, etc. Donc, tu as moins de sollicitations serveurs, en fait. Et du coup, ça permet d'avoir un peu moins d'empreinte carbone, même si tu as les mêmes performances en termes d'objectifs. Côté Amnet aussi, au programmatique, ils ont travaillé sur une offre low carbone. Donc, en fait, c'est peut-être plus au trading, si tu veux, qui vont proposer, eux, aujourd'hui, des solutions qui vont proposer en premier, en gros, en disant, si vous utilisez ça, bah, vous allez être sur un mode de diffusion qui ne nuit pas à vos performances médias, mais qui vous permet, avec les mêmes performances médias, d'émettre moins de carbone. Après, ben, souvent, quand tu as de la qualité ou quand tu as des choses en plus, ben, ton prix au CPM, il est un peu plus cher. Et donc, bah, il y a des annonceurs. Alors, il y a des annonceurs qui sont tout à fait prêts à le faire. Il y en a chez iProspect, le Norwegian Seafood Council en est un, par exemple. Alors, eux, ils sont foufous avec ça. Et puis, tu as des clients qui s'en foutent complètement. Ce n'est pas dans leurs objectifs parce que, par exemple, la direction, elle n'est pas en France, elle n'est même pas en Europe et donc ils se sentent beaucoup moins concernés par ces enjeux-là. Ce n'est pas encore remonté jusqu'à eux parce que c'est vrai que c'est un peu particulier, hein. L'Europe, elle est très réglementée. La France est hyper réglementée. Mais à partir du moment où tu as un client dont le headquarter, il est complètement ailleurs, aux États-Unis ou en Chine, je ne sais pas, à se sentir moins concerné. Donc, ce que je vois aujourd'hui, ou ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les annonceurs ou les clients ne sont pas encore complètement concernés par la question de l'environnement, eux, et aussi que c'est pas une de leurs priorités dans leur stratégie. Alors, il y a que effectivement, dans l'agence, c'est pas encore complètement acquis et les gens, ils sont surtout stressés par les objectifs de productivité. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur ensuite, ça va être c'est plus cher. Est-ce que le client est prêt à mettre un peu plus cher ou pas? Parce que ça, voilà, c'est souvent ça la question. Et puis ensuite, est-ce que c'est important pour les clients? Il y a des clients, là, ils sont en train de se dire, il me faut absolument cette mesure-là parce que je vais intégrer mes pratiques de communication dans mon empreinte globale en tant qu'entreprise. Et il y en a d'autres, ils se disent, c'est de la pub, c'est au bout, et au final, ça pèse rien dans l'empreinte générale de mon entreprise, donc je m'en fiche. T'as vraiment, c'est assez jeune quand même si on en parle depuis longtemps, ça fait au moins 5 ans que les gens parlent de ça, qu'on évoque les sujets, etc. En vérité, on mesure, moi j'ai l'impression depuis 18 mois en réalité, c'est-à-dire avec une accélération où les clients ils disent j'ai besoin de ça pour construire moi aussi mon bilan carbone. C'est récent hein, et c'est de plus en plus. Et les métiers eux-mêmes, il y a des médias où c'est difficile hein, aussi de se dire qu'est-ce que j'enlève, comment je travaille, comment je fais pour améliorer tout mon système média. Le digital, ils sont un peu les derniers à s'y mettre. Donc, ils sont en train de se dire, alors voilà, comment est-ce que je fais, sachant que je suis dépendant de certaines ressources dont je ne maîtrise pas l'empreinte, les data centers, la façon dont effectivement sont achetés les espaces, si c'est en programmatique, il y a encore une fois énormément de sollicitations serveurs qui sont faites par le bidding, tu vois. Donc, en fait, le problème, c'est aussi que tout le monde est interdépendant. Dire que si tu n'as pas le client avec toi, l'agence ne peut pas faire grand-chose. S'il n'y a pas les partenaires qui fonctionnent, parce que de temps en temps, il y en a qui disent oui, moi je suis green. Et puis après, tu mesures et tu vois qu'en fait, pas du tout, quoi. C'était juste du bullshit. Ils ont coché des cases dans un questionnaire, c'est tout, quoi. Mais en fait, il faut absolument avancer tous ensemble dans ce sujet-là. Et donc, c'est difficile parce qu'on est dans un milieu qui marche à la compétition. La compétition entre les agences, la compétition entre les régies, tu vois. Donc, ça se met en place. C'est vrai que c'est pas complètement universel. Parfois, c'est difficile aussi de faire switcher un client parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdépendantes. Et je pense que Christian, il évoquait la CSRD. Il y a une chose dans cette application réglementaire qui est positive, parce que elle est très painful, hein, cette réglementation, mais c'est positif, c'est que ça fait remonter ces sujets dans les directions financières. Parce que tout à coup, c'est des choses, ces bilans extra-financiers, ces réglementations, c'est des choses qui vont être proposées aux investisseurs, etc. Et donc, tout à coup, les sujets vont se rejoindre. Et donc, peut-être que le côté, les directions achats, les directions finances qui nous mettent la pression sur la productivité,
ils vont se mettre à avoir eux-mêmes des objectifs sur la sustainability. Et ça, pour le coup, si eux, ils commencent un peu à se dire, OK, je fais des concessions sur la partie productivité, parce que finalement, mes investisseurs, hein, quand je vais chercher des fonds, etc., ils ont leur regard pointé aussi sur la sustainability, peut-être que pour le coup, ça va plus inciter le marché à se bouger. Pour le moment, tout le monde se cherche un peu et essaye un peu de faire le jeu Tetris, là, tu vois, de se dire, alors là, je vais en enlever un petit peu, mais il ne faut pas que ça dégrade trop ici. Parce que la réalité, c'est que si on veut le baisser vraiment, le carbone, il va falloir faire des vrais compromis. Mais des vrais, hein. Donc, D'accord. et là, on n'y est pas encore. Alors pour trouver ces compromis face à l'argument du coût, par exemple, quand on parle d'une décarbonisation de campagne, on entend souvent que c'est trop cher. La campagne en soi, pas forcément, mais au volume, c'est-à-dire que vraiment le coût pour 1000, oui, il sera plus cher. Et pourquoi? Parce que, en fait, voilà, c'est l'inverse. Parce que le principe d'un CPM pas cher, c'est que tu le balances, t'en balances beaucoup. Et en fait, tu as un coût d'achat qui est réduit par le fait que tu achètes beaucoup de volume. Tu vois, beaucoup de volume de contact, comme dans n'importe quelle industrie, hein. Plus tu achètes des gros paquets, en fait, plus on te le fait moins cher au paquet. Tu vois, voilà. Donc, plus tu achètes au volume, mais du coup, un volume pas toujours de très bonne qualité, en fait, plus ton coût par contact, en fait, il va être optimisé. Et donc, ça rentre dans les critères de productivité. Sauf que comme tu as fait beaucoup de volume, ça génère beaucoup d'empreintes carbone. Donc, à un moment, le compromis, ça va être de dire, je vais diminuer en volume, mais pour avoir la même performance, je vais quand même aller chercher plutôt de la qualité, donc des trucs plus premium, si tu veux, des partenariats plus premium, des contextes garantis, des choses comme ça. Et donc, tu vas les payer plus cher, parce que c'est la qualité, quoi. Tu achètes un cadre bien propre où on t'a promis que ça se passerait comme ça, que ta cible, elle serait bien là, etc. Mais du coup, il faut que tu achètes un peu plus cher. Ça ne veut pas dire que ta campagne en elle-même, elle va augmenter, mais le coût au contact, lui, va augmenter. Et donc, il faut savoir le piloter, en fait, et il ne faut pas que ton client, il t'incentive au coût au contact, quoi, à ce moment-là. Voilà. Mais à l'efficacité globale de ta campagne. Mais j'aime beaucoup cette question, tu vois, c'est comme aujourd'hui, si tu veux manger si tu veux te nourrir avec des aliments plus sains, ça te coûte plus cher. Mm. Demain, si ça coûte moins cher, tout le monde ira dessus. Et demain, si ça coûte moins cher de faire des campagnes qui sont moins émettrices de carbone parce que mieux ciblées, parce qu'utilisant des technologies ou des régies qui sont plus responsables, et ben, tout le monde ira dessus. En fait, les drivers, c'est l'argent toujours. Et pour beaucoup, c'est l'argent. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais qui signifie aujourd'hui, on dit que les États-Unis, c'est quand même des énormes pollueurs, et même avec très peu de conscience individuelle de la pollution, commencent à s'y mettre pour une raison principale, qui est qu'ils n'arrivent plus à assurer leur habitation à cause du dérèglement climatique. Et tout d'un coup, ils se disent, oulala, il faut faire quelque chose. Donc, parce que c'est l'argent qui est le driver. Et ben, je pense que ça sera pareil dans notre univers. La CSRD, la SSRD, comme le disait Barbara, qui effectivement touche les directions financières, c'est intéressant parce que c'est une réglementation européenne. Donc, toute l'Europe est au même niveau, a les mêmes obligations. Et que si une grosse marque qui était acteur en Europe se disait, bon, la France, c'est pas le marché principal, tant pis, on va pas faire attention, là, au niveau européen, ça risque de bouger plus. Est-ce que tu penses qu'on pourrait pousser les annonceurs à mesurer et réduire leur empreinte carbone en leur faisant payer leurs émissions liées à leur campagne publicitaire? Ça va arriver parce que bientôt va arriver la taxe du kilomètre carbone pour les produits importés. Et donc, ça va augmenter le prix de vente des produits. Certains produits, ceux qui viendront de plus loin, seront plus chers, euh, au même titre que je pense qu'à un moment donné, ça arrivera. Je ne sais pas ce que tu en penses, Barbara, je pense que ça arrivera. À un moment donné, ça va arriver d'avoir une taxe carbone sur ce que l'on fait. Ce qui ne sera pas forcément bon parce que les gens vont diminuer l'investissement publicitaire, si ça concerne la publicité, euh, pour payer moins de taxes, alors que l'objectif n'est pas de diminuer, mais de faire mieux avec autant. Chez Dentsu, vous avez la calculatrice carbone actionnable. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne exactement?
Cet outil, il a été conçu, paramétré par un cabinet de conseil spécialisé dans la mesure de l'empreinte carbone, avec des ingénieurs carbone, que nous, ensuite, campagne par campagne, on doit collecter la totalité des infos de campagne, tout ce qui concerne les assets créatifs. Qu'est-ce que c'était comme format, combien pesaient les éléments, comment on les a imprimés, si c'est de l'affichage, etc. Tout ce qui va concerner ton asset créatif, la totalité de tout ce que nous avons émis comme insertion, spot, impression, affiche, etc. Et la totalité des récepteurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont reçu la publicité. Par exemple, quand en télévision, je vais acheter 120 spots télé, moi. Comme je suis le publicitaire, j'achète 120 spots télé, mais ça va être reçu par 20 millions de foyers. Donc, j'ai 20 millions de télé allumées. Donc, on va considérer toute cette chaîne de valeur-là pour calculer les émissions directes de gaz à effet de serre, donc qui sont liées à chacun des médias et de façon décomposée et étape par étape. Et donc ça, c'est vraiment les émissions directes, c'est toutes celles que l'on va pouvoir nous optimiser en disant, là, tu peux utiliser un outil de compression des fichiers, tu vas gagner temps sur ton empreinte carbone. Là, si tu utilises justement, si tu changes un peu ton mode de programmatique, tu vas optimiser de temps. Bon, ça, c'est empreinte directe. Et pour avoir un bilan global, on va ajouter une proportion qui est vraiment liée au poids de ta campagne, en fait, des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par la fabrication et la fin de vie de tous les terminaux qui vont servir ta campagne. Donc la fabrication des télés, la fabrication des radios, des panneaux d'affichage, etc., etc. C'est parce que c'est la méthodologie déposée empreinte carbone, bilan carbone pour l'ADEME ou GHG protocole au global. Donc il faut intégrer la totalité en fait de ces choses-là. Donc on donne 2 chiffres, émissions directes, et puis bilan total où il y a les directs et les indirects. Si je suis un annonceur engagé, je veux faire mieux. Comment je peux être sûr que mes partenaires vont vraiment me suivre dans cette démarche? Et je pense que c'est le même sujet quand tu as du contextuel ou tu vois des choses où tu as une brand safety garantie ou des choses comme ça. À partir du moment où tu demandes à ton partenaire d'être respectueux de certaines règles et de ne pas pouvoir faire tout dans tous les sens, tu lui imposes un cadre. Donc, avec un certain inventaire aussi, qui n'est pas forcément le truc qui est complètement ouvert et où tu peux aller taper partout. Si je reprends mon exemple du programmatique, si tu es en RTB à fond les ballons et que tu vas donc avoir une sollicitation énorme des serveurs, le syndicat des régies Internet a fait un calcul comme ça qui dit entre un achat d'une impression faite en gré à gré donc, et un achat qui est fait en full RTB, tu passes de... Tu as un effet multiplicateur sur le nombre de chemins activés qui est de 1 à 350. Ça veut dire que tu as une sollicitation des serveurs qui va être 350 fois plus forte. Et ça, tu le fais pour avoir le meilleur prix, tu vois, le truc pas cher, mais qui va quand même toucher la cible, etc. Et tu vas solliciter 45 plateformes, et tu vois, etc. Si tu interdis à ton partenaire d'utiliser ça, en fait, tu le contrains. Et donc, lui, quelque part, il n'a pas les mêmes possibilités, tu vois, non plus. Donc, il va te facturer plus cher ce contact que tu veux, ou tu lui interdis, en fait, d'aller chez Leader Price, tu vois, et d'aller chercher des partenaires qui vont faire 3 fois le tour de la planète. Donc, à partir du moment où tu commences à poser des contraintes, de toute façon, ton prix au CPM, il va augmenter. Après, moi, je suis pas du trading, hein, donc je ne peux pas te faire un truc exact sur le sujet. Même sujet sur l'attention aussi, tu vois, parce que d'ailleurs, l'attention, ça va avec. Hein. C'est de dire, je veux exclusivement des inventaires où je sais, ou plutôt que d'avoir du volume, où je sais que les gens, ils vont m'avoir vu. Pas seulement que la pub, elle s'est affichée sur la page qu'ils consultent, je veux qu'ils m'aient vu. Donc, tu imposes ça. Donc, ça veut dire que tu imposes quoi? Que j'ai pas le droit d'aller dans un format où il faut scroller, je sais pas où, que j'ai pas le droit d'aller, tu vois. Et en fait, plus tu restreins le cadre, plus la régie te dit d'accord, j'ai compris, tu veux un cadre super, super strict, mais du coup, c'est pas le même prix. C'est un peu normal, tu vois. C'est comme quand tu dis, je veux que tes usines, elles soient, ou tes data centers, je veux qu'ils soient en Europe et je veux pas qu'ils soient ailleurs, quoi. Et je veux pas que les trucs qui sortent de serveurs, je sais pas où. Du coup, tu contrains. Et à partir du moment où tu contrains, la personne, ton prestataire, finalement, ton fournisseur, il a moins de souplesse pour faire ce qu'il veut. Et donc, il te fait payer plus cher.
On comprend bien que c'est important de bien cibler parce que le ciblage joue un rôle clé dans la réduction de l'empreinte carbone, n'est-ce pas? Il faut savoir que, à titre d'illustration, un mail que tu envoies à une personne avec une pièce jointe de 1 méga, un mail, une personne, une pièce jointe d'1 méga, en moyenne, c'est 19 grammes de CO2. Alors 19 grammes de CO2, ça parle à personne, mais 19 grammes de CO2, c'est une ampoule de 25 watts qui est allumée dans une pièce pendant 1 heure sans qu'il y ait personne dans la pièce. Donc imagine les milliards de mails qui partent par jour et tu imagines les milliards d'ampoules qui sont allumées et qui servent à rien, mais qui chauffent. Voilà, c'est juste, et en fait, c'est ce que dit Barbara, c'est qu'à un moment donné, si on veut que des data centers qui soient des serveurs ou des data centers qui sont en Europe, eh ben, ton mail, il ne va pas partir dans un data center à Singapour ou je ne sais pas où pour transiter par New York, repasser par Dubaï et arriver en France. Mhm. Alors qu'il est parti de France normalement. On ne sent pas bien ça. Tu ne vois pas bien Mhm. ces schémas. Ces schémas. Plus c'est loin, plus ça consomme de l'énergie. Passer par des satellites pour revenir, pour ceci, pour cela. Donc c'est terrible. En fait, il est là. Moi, il y a une dizaine d'années, je dirigeais une agence média qui s'appelait UM, qui s'appelle toujours UM d'ailleurs, dans le groupe Interpublic, Media Brands. Et j'avais comme client principal Microsoft. Et j'ai un client qui nous a demandé, en fin d'année, parce que le produit qu'il voulait mettre en avant ne se vendait pas, de dire: «Je veux qu'on soit partout». On a fait, je crois, 3 milliards d'impressions en 15 jours. Donc il y avait pas tu ouvrais pas un site, tu ouvrais pas un truc sur lequel on n'était pas. On était partout. Heu, donc tu imagines ce que ça a impliqué comme pollution. Le produit s'est pas vendu parce qu'il était pas bon. Donc ça n'a rien changé. Simplement Mhm. aujourd'hui, je pense qu'on se poserait les questions de manière assez différente. Je sais pas si, à la question: «Je veux qu'on soit partout, voilà, j'ai de l'argent, on y va, on dépense». Je suis pas sûr que ou je pense que de moins en moins les gens vont dire: «Ouais, c'est bon, on y va, on balance». On va se poser d'autres questions et tant mieux. Oui, il faut vraiment bien réfléchir sa cible et recibler, mais comment on peut s'assurer qu'on ne perd pas en visibilité et qu'on va bien atteindre efficacement cette cible-là? Tu peux l'atteindre, mais est-ce que tu sais, quand tu vas atteindre 80 de ta cible, avec 100 de budget et qu'il te faut 50 pour les 20 restants que tu auras même pas, parce que tu arrives pas à les gérer? Oui, c'est une vraie question. La question, elle est, est-ce que je vois pas mon ciblage? Est-ce que j'ai besoin de toucher 100 de ma cible? Heu ou est-ce que je peux me dire: «Bah, je vais être plus efficace, et plus responsable en touchant 75 de ma cible et puis le reste, peut-être qu'à un moment donné, par les datas, j'arriverai à les choper ailleurs parce que je m'aperçois qu'ils aiment tous, la plongée sous-marine et que je vais les toucher sur la plongée sous-marine». Mais ça veut dire qu'il faut ré 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 il faut relire les données que tu as sur tes clients pour essayer de choper d'autres choses où ils vont se retrouver sur d'autres carrefours que pas forcément ceux que tu as aujourd'hui. Donc, oui, ça va demander plus de réflexion, plus de temps et forcément, tu vas pas je pense que oui, à terme, est-ce que l'objet, c'est d'atteindre tout le monde, tout le monde, tout le monde, en disant: «C'est sûr». Moi, je vais donner un autre exemple. Quand je travaillais à Nissan, Oui. j'étais responsable de la communication de Nissan Europe. Tu as un monsieur qui s'appelle Carlos Ghosn, à l'époque, tu es le grand président de Nissan et qui disait à ses équipes marketing: «On est aujourd'hui en France, en Europe, on était à 2,7 de part de marché ou 3. Si le jour où on atteint 6, on doit changer notre outil industriel parce qu'on ne sera pas capable de fournir le nombre de véhicules qui sera demandé». Et il regardait ses directions marketing en disant: «Pourquoi vous voulez toucher 75 de la population pour gagner 2,5 de part de marché?» Donc il y avait déjà, lui, il y a très longtemps, cette réflexion de se dire: «Est-ce qu'on a besoin d'arroser partout en étant sûr qu'on va toucher notre gens?» Tu sais, c'est plus le filet est grand, plus tu vas dire: «Je vais choper du poisson». On va avoir un filet plus petit, mais si on le lance mieux, et ben, on prendra autant de poissons. Ça Après, tu le- sais, il y a des directions marketing, quelque part, ça leur fait un peu peur parce que ça les remet un peu en question aussi. Parce que l'indicateur carbone, c'est un indicateur de contre-performance, hein. C'est quand même, plus le chiffre est gros, plus c'est pas terrible, tu vois. Et je pense qu'il y a des directions marketing qui sont pas très à l'aise quand enfin, on voit bien, ils essayent de se justifier, tu vois, en disant oui, mais c'est ce titre-là, c'est vraiment important, ils font ci, ils font ça. Enfin, alors que nous, on n'est pas là à montrer du doigt qui Ouais. que ce soit, hein, c'est pas le but du jeu.
Mais je pense qu'il y a des directions marketing qui n'ont pas très envie, parce que d'abord, c'est un indicateur de plus et ils en ont déjà beaucoup à piloter, qui ne savent pas quoi en faire. Parce que, en gros, là aussi, ça les met un peu le nez dans le caca de mince, nos fonctions à nous qu'on pensait être finalement relativement légères, ben, finalement, ça pollue aussi. Donc, ils vont devoir y passer, hein, mais il y a des difficultés aussi parfois à certains à se dire, j'ai pas envie de savoir quoi. Oui, et puis on va leur demander à eux de la performance média en disant de couvrir le maximum de la cible au moins cher. Et que eux, derrière, ils vont devoir se justifier en disant on a fait ces choix-là, c'est plus cher ou on couvre moins de la cible parce qu'on a eu une empreinte carbone. Donc eux-mêmes, ils n'arrivent pas à. Ils sont pris par la pression de la direction commerciale ou de la direction, je ne sais pas quoi, marketing pour quand c'est de la communication, qui leur dit votre boulot, c'est d'acheter le mieux au moins cher. Et le mieux au moins cher, c'est pas souvent le plus, responsable. Pour résumer, on sait que la durabilité n'est pas encore la priorité en termes de performance dans les stratégies des entreprises, malgré les réglementations, les initiatives, et pourtant tout le monde est conscient que leurs ressources ne sont pas éternelles. Donc selon vous, comment l'engagement durable va-t-il évoluer sur le marché? Euh, Après, Barbara, je te laisserai répondre plus technique. Moi, je suis plus généraliste. Ça va venir parce que je pense que on sait que le levier, c'est la croissance et c'est l'argent, donc l'économie pour les marques. Et que le jour où les marques vont être boudées à un moment donné parce qu'elles ont une posture qui est inadmissible dans un monde qui est en train d'exploser, ces marques vont se dire il faut que je change ma façon d'être si je veux continuer à vendre. Voilà. Donc, c'est les consommateurs, c'est les gens qui bossent dans les entreprises qui vont changer la chose. Mais c'est le consommateur qui va pousser la marque à changer. La marque seule, elle ne changera pas forcément. Tant que ça marche, ça marche. Hein. Business as usual, c'est sûr qu'on en vend un peu moins, mais on a un peu plus d'argent, donc on va communiquer encore un peu plus pour essayer de continuer à vendre. Mais on ne peut plus pousser la surconsommation. Donc, il faut on va passer de la consommation de volume à de la consommation d'usage. Voilà, on doit changer. Et c'est pour ça que quand je parlais dans l'onboarding, que le plus important, c'est le brief client. Et si dans le brief client, il intègre déjà tout ça, eh ben, s'il intègre cette préoccupation, forcément, nous, agences, on va la prendre en compte. Aujourd'hui, quand c'est pas du tout intégré dans le brief client et que le client ne veut pas le mettre dans ce brief en disant oulala, je ne sais pas ce que ça veut dire, non, non, voilà, c'est pas grave. Si on le fait, tant mieux, mais si on ne le fait pas, c'est pas grave, parce que lui ne veut pas être mis en porte-à-faux, eh ben, ça mettra plus de temps. Ça va venir, hein. Ça va venir parce qu'à un moment donné, on on pourra plus le faire parce que ça coûtera tellement cher en termes de ressources naturelles qu'on pourra plus le faire. Le jour où tu dois hésiter entre boire un verre d'eau et envoyer un mail, ça va vite être décidé. Donc le jour où l'empreinte carbone devient une préoccupation pour l'annonceur, et ben nous qui faisons partie de l'écosystème de l'annonceur, ça deviendra aussi une préoccupation pour eux. Je sais pas ce que tu en penses, Barbara. Oui, c'est sûr, hein, mais je vois où tu voulais en venir, Rama, et je pense qu'effectivement, il y a un sujet contrainte, et malheureux, mais c'est très triste, hein, c'est très triste, mais parce qu'effectivement, l'autorégulation, ça marche très modestement, Ouais. et que d'ailleurs, effectivement, on le voit là, c'est parce qu'il y a un peu de pression de la vraie réglementation européenne que tout le monde commence à s'y mettre, parce que sinon, les gens disent pas je veux pas le faire, hein. Les gens disent oui mais je suis pas sûre de la méthode, je sais pas trop comment c'est fait. Ils trouvent toujours un prétexte pour en fait. Donc au bout d'un moment, effectivement, si on les oblige à publier, ce qui va bientôt être le cas, je pense que parce que on le voit, toi tu disais je le vois pas dans le quotidien et tu as complètement raison. Donc, il faut que ça change de façon, avec des contraintes réglementaires qui obligent à changer la façon aussi dont on référence ces agences, ces achats, etc. Et puis, quand l'indicateur de la sustainability viendra devant les autres indicateurs, pour le coup, c'est ça qu'on pilotera. Et là, on n'y est pas encore. Vraiment, vraiment pas, en fait. Enfin, chez certains clients, si, et puis chez d'autres, non. Quand un marque de shampoing communique sur le fait que son emballage est recyclable, est-ce qu'on achète un shampoing ou un emballage? J'ai pas la réponse. Mais la question se pose, je trouve. Bah, ma réponse, c'est que j'achète la marque.
Voilà. Exactement. On achète la marque. Et c'est la marque qui va faire la différence. Et c'est quand la notion de prise en compte de l'empreinte carbone, quels que soient les flux, sera connue et sera un vecteur de construction d'image, de marque, tout d'un coup, ça peut changer. On est arrivé à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Barbara, merci beaucoup Christian. Merci à vous deux pour cet échange. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Let's Go Digital. D'ici là, restez engagés, curieux et prêts à innover pour un avenir plus durable. À très vite.